Pour nous parler de la pièce d'Henrik Ibsen, Peer Gynt, présentée au Théâtre du Quat'Sous jusqu'au 19 février, nous recevons Guillaume Tremblay. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. C'est la première fois que je vous reçois ici. Oui. Alors peut-être pour les gens qui vous connaîtraient un petit peu moins, vous êtes comédien pour ce spectacle, mais pas seulement. Oui, comédien, donc c'est mon métier, mais j'écris aussi avec Olivier Morin et n'avait confié quelques spectacles, donc L'Auteur à paille, l'Opéra Rock, L'assassinat du président, Épopée Nord, l'année passée La vague parfaite, un opéra surf sur la musique de Philippe Prudhomme, un peu de mise en scène aussi, et puis voilà. Vous êtes sorti du conservatoire depuis 2008. 2008, ouais. Vous chômez pas, tout va bien pour vous? Ouais, on n'arrête pas, on multiplie les projets et les aventures. Mais si je vous dis ça, Guillaume Tremblay, c'est voulu parce que ce spectacle qui dure 1h50 sans entracte, vous êtes le seul à être en scène du début jusqu'à la fin. Là, je vous regarde, vous avez l'air bien portant, mais je suis certaine que quand on va se revoir à la fin des représentations le 19, vous allez avoir perdu quelques livres supplémentaires. C'est un jeu physique incroyable. Les mots aussi de Peer Gynt. Un spectacle qui avait déjà été monté à quelques reprises en 91 avec Jean-Pierre Ronfart, en 2003 à l'usine C de Peter Batakliev. Qu'est-ce qui fait la spécificité cette fois-ci de ce spectacle d'Olivier Morin? Je pense que d'abord et avant tout, c'est l'originalité d'Olivier, ses choix artistiques, son œil de peintre et surtout son adaptation. Là, évidemment, c'est toutes des couches, mais il est allé avec une adaptation ramassée. Donc, c'est un spectacle qui dure autour d'1h45, 1h50, alors que la version originale peut aller jusqu'à 3h30, 4h, pas de problème. Et tout repose sur les épaules des comédiens, un peu comme on fait avec le Théâtre du Futur. Là, on fait des shows avec 50 $, tu sais, puis il faut que tout se passe entre les acteurs, sinon il n'y a rien qui se passe. Et son adaptation est dans un Québécois très populaire, son choix vient du fait qu'à la base, Ibsen avait envie de se lancer dans quelque chose d'assez populaire. Et il a écrit Peer Gynt dans une langue qui n'existait pas vraiment à l'écrit à ce moment-là, qui était très populaire. Et il avait même essuyé plusieurs critiques de ce côté-là, mais en même temps, comme plusieurs grands textes, en tout cas au niveau norvégien, ça a été un texte qui a été presque fondateur de la langue norvégienne. Donc Olivier, de ce côté-là, voyait qu'on puisse y aller avec quelque chose de très terre, là, de très fermier, là, presque. Là, précisons quand même que le texte date de 1876. Ouais. Nous sommes en 2017. Les gens qui iront voir le spectacle vont trouver que ça colle parfaitement à une certaine réalité d'aujourd'hui. Je trouve que ce texte-là vieillit bien et je remercie Luce Pelletier du Théâtre de l'Obsis d'avoir pensé à le monter dans son cycle scandinave. Elle aurait pu choisir Maison de poupée, elle aurait pu choisir aussi Hedda Gabler, qui sont peut-être les 3 pièces les plus connues. Ouais. Je dis pièce, mais à la base, Peer Gynt n'est pas une pièce de théâtre. Non, à la base, c'est un très long poème là, de plusieurs heures et qui a été là, adapté en pièce de théâtre là, longtemps après son écriture. Ce qui est formidable, c'est que dans les pièces que vous mentionnez, c'est des pièces d'Ibsen qui sont très féministes et avant-gardistes dans la pensée. Et dans le cas de Peer Gynt, c'est une pièce qui parle des problèmes de l'homme moderne. Tu sais. Autant du fait que la chair est faible, parfois du manque de courage, de l'envie de faire le tour du monde quand on est jeune, comme une fuite, tu sais, aussitôt qu'on a un problème. Puis encore aujourd'hui, en tout cas, personnellement, je me reconnais énormément là-dedans. Là. Dans ma vingtaine, combien de fois j'ai fait « Ah, moi, là, je vais m'en aller 1 an au Vietnam, là, tu sais, parce que t'as une peine d'amour ou quelque chose. » Ou, tu sais, cette incapacité-là à vivre dans la réalité, tu sais. Puis en même temps, il y a quelque chose de formidable que j'aime là-dedans, c'est tout le rapport à l'imaginaire. Parce que Peer Gynt, finalement, c'est un fabulateur, mais il est formidable. Puis tu sais, je veux dire, moi, dans ma vie, finalement, évidemment, merci la fiction, mais c'est là que ça se passe. On invente des histoires, on y met la vérité, la réalité, mais lui, évidemment, il n'a pas la chance de faire ce métier-là, mais il l'applique dans sa vie. Tu sais. Nous, on peut le sublimer peut-être à quelque part dans ce qu'on fait, mais je comprends cette affaire-là. Tu sais. C'est plus le fun de vivre dans notre imaginaire d'enfant que dans la réalité, qui est parfois un peu plate, puis difficile, puis dure. Mais Guillaume Tremblay, est-ce que vous auriez joué cette pièce-là de la même manière? Vous êtes peut-être début trentaine, justement à votre vingtaine. Vous n'avez plus les mêmes problèmes aujourd'hui, vous êtes papa. Est-ce que cette pièce-là, surtout avec ce personnage-là que vous incarnez parfaitement,
Est-ce qu'il y aurait eu comme une facette différente de ce Père Gunthe? Ah, c'est certain. C'est certain que plus jeune, je pense que j'aurais été plus proche là, de cette fougue-là, cette folie-là. Là, je vais la rechercher. Elle est encore là en moi. Là. Mais après ça, quand il vieillit un peu, que évidemment, j'aurais vu ça différemment. Mais en même temps, la composition aurait été un peu ailleurs, ou du moins la composition intérieure. On essaie, dans la pièce, par exemple, dans le dernier acte, dans une des didascalies, normalement, il revient avec une très longue barbe, là, blanche. Mais ça, c'est dans le poème. Fait que là, avec Olivier, on se disait la barbe blanche est en dedans. Là, fait qu'on essaie de faire une espèce de composition de personnage, mais qui est complètement intérieure. Puis c'est très, très subtil. Là. Il va pencher un peu les épaules à la fin, puis tout ça, mais il parlera pas comme un vieux bonhomme, là. Mais il est quand même vieux dans le spirit, tu sais. Ce qui est important pour nous, c'est comment il passe au fond, pour moi, c'est une pièce très complexe avec des lignes simples qui se superposent, mais il y en a une des lignes qui, pour moi, au début, est une espèce de Dzani, tu sais, une espèce d'arlequin, si on veut. Tu sais, il pense juste à assouvir ses bas instincts, puis il pense pas beaucoup, tu sais, ou en tout cas, il pense trop vite. À la fin, c'est une espèce de vieux gripsou, là, tu sais, il est proche de son argent, et tout ça, fait qu'il devient une espèce de pantalon, tu sais. Bon, évidemment, ça, on garde ça en dedans, là, tu sais, pas que ça paraisse. Des fois, ça peut dépasser un petit peu. Puis c'est pas que ça, mais... Parce qu'à la base, Guillaume Tremblay, votre personnage, il commence tout de suite en fabulateur. Il raconte à sa mère quelque chose qui n'a pas de bon sens. Sa mère le croit pas. Elle dit « J'ai déjà entendu ça il y a des années et tout. » En plus, il vole la femme d'un homme qui est en train de se marier. Et là, le village lui dit « Tu t'en vas. » Et c'est comme ça qu'il part sur les routes pendant des années. Il n'y a pas vraiment non plus de temps défini, mais on sent que le temps passe. Mais effectivement, il fuit ses responsabilités. L'amour s'offre à lui, il n'est pas capable de le garder. Comment est-ce que vous définiriez votre personnage de Père Gunthe? On vient de le dire, menteur, affabulateur, mais en même temps, on s'attache à lui. Je trouve que c'est un être sympathique. Ben, c'est en tout cas, dans mon travail d'interprétation, puis je pense que Olivier, en tout cas, il m'a confié cette mission-là pour ça, tu sais. Il y a un aspect philosophique dans le spectacle, tu sais, qui peut répondre un peu à votre question, là, qui pourrait nous aider à développer, c'est que, est-ce qu'on définit quelqu'un par ce qu'il est ou par ses actes? Parce que Père Gunthe, si on regarde sur papier ses actes, c'est un désastre, là. C'est un désastre. Mais je me disais, si j'arrive à faire dans ce qu'il est, c'est quelqu'un de formidable, puis d'honnête en même temps, il renvoie, il vole la mariée, il couche avec, puis après ça, il dit, écoute, va-t'en. Pourquoi? Puis au fond, parce que il en aime une autre. Oui. Ben, tu sais, c'est honnête de sa part, tu sais. Fait qu'on peut pas... C'est très gris, là. Tu sais, c'est pas... il aurait pu se faire accroire. Il se fait pas d'accroire à lui-même. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être lui-même. Donc, les pensées qu'il a, les sentiments qu'il a, il va les suivre jusqu'au bout. Mais peut-on être nous-mêmes? Ben, c'est ça, tu sais. Ce que la pièce nous amène comme bémol, c'est un peu ce qu'on appelle les trolls là-dedans, tu sais, qui peuvent représenter bien des affaires, qui disent « sois toi-même, mais juste assez », là, tu sais, à un moment donné, charrie pas, sinon on frôle la folie, tu sais. On peut pas... l'esprit, évidemment, pour moi, fait des... la vie nous apprend à un moment donné que des fois, on a des vues de l'esprit à l'intérieur de notre tête où il y a des choses qu'on s'imagine, mais c'est pas arrivé pour vrai, là, tu sais. Il faut faire la part des choses, tu sais. Mais Père Gunthe, et évidemment, c'est normal d'être peureux aussi, tu sais, d'avoir peur. Il y a des gens qui ont des natures plus peureuses que d'autres. Père Gunthe est assez peureux. Moi, je peux m'identifier à ça quand il est très faillible. Tu sais, quand j'étais jeune, dans le noir, tu sais, ça a été long là, avant de pas faire de cauchemars ou des affaires. Fait que, tu sais, je pense qu'il est comme ça. Il a pas rencontré quelqu'un, il avait pas de peur, tu sais, qui l'amène à avoir le courage de faire non. Regarde, là j'ai peur, là, mais on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il suit ce sentiment-là, parce que ce sentiment-là, pour lui appartient, donc il est lui-même. Mais où est-ce que ça le mène? Nulle part. Ça le mène à devenir une espèce de fabulateur. Mais il est optimiste. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Et il est attachant. Puis moi, ce que je me suis dit pour venir à cette idée-là de est-ce qu'on est ce qu'on est ou nos actions, je me suis dit, ben c'est intéressant si moi j'arrive à le rendre très attachant, tu sais. Puis qu'on dit, mais non, mais il est formidable, tu sais. Puis il est faillible, comme les gens du public, tu sais, personne n'est parfait. Puis c'est plutôt les autres qui sont un peu durs avec lui, parce que c'est un petit garçon à sa maman un peu. Puis moi, je pense que j'ai ce côté-là aussi, là, tu sais, où les gens, tu sais, peuvent souvent arriver à me pardonner là, des affaires que je pense qu'à d'autres ne pardonneraient pas, tu sais, parce que je vis à plein, puis tout ça. Puis lui, il a ça.
Fait que cette affaire-là existe. Et ça nous ramène un moment donné à la fin, si vous venez voir la pièce, cette espèce de boucle-là poétique où, pour Ibsen, il y a une espèce d'énigme autour du fait que pour un homme, sa mère, c'est aussi sa femme, c'est aussi la Vierge Marie. Au fond, toute sa vie, ce qu'il veut, c'est retourner dans le ventre de sa mère, se faire bercer. Puis, finalement, il n'a jamais quitté le ventre de sa mère, si on veut. Il n'a pas été un homme accompli. T'sais. Mais il n'a pas arrêté de voyager. Mais il n'a pas arrêté. Pourtant, sur papier aussi, il a la vie idéale. Mais en vrai, il n'a jamais... dès que quelque chose ne fonctionnait pas, je vais aller ailleurs. Ouais. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Mais on essaie de le jouer vraiment. C'est pas une morale, c'est pas... non. C'est une réflexion, c'est philosophique, puis il n'y a pas de bien ou de mal. Là, la vie est ainsi faite, puis je pense que c'est plus un espèce de constat de la part d'Ibsen, qui faisait aussi, je pense, sur lui-même. Lui-même était en long voyage. Il savait pas où se positionner par rapport à ça. L'amour, les femmes, bon, il y a un amour profond pour une femme, mais probablement qu'à un moment donné, il en rencontre une autre. Comment vivre avec ça? Comment agencer tout ça? Ouais. C'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie, c'est ça. Puis Per Gynt le débute jamais. Peut-être à la fin de sa vie, il y a une étincelle qui fait « OK, on peut penser autrement. » Il aurait fallu une suite à cette pièce-là. La suite, au fond, pour moi, c'est l'enfant qu'il y aura, c'est que c'est de génération en génération, c'est le même, c'est les hommes qui se passent, en tout cas à ce moment-là, de 1870, quand il écrit ça, cette espèce d'idée-là que, même si dans l'apparence, les hommes réussissent, tout ça, mais des fois, ils n'ont pas réussi tant que ça, il y a encore beaucoup de travail à faire, puis ça se passe de génération en génération. Per Gynt, pour moi, il admire son père qui dépensait, qui faisait des grandes fêtes, puis qui les a laissés finalement dans la pauvreté, puis qui est mort jeune, probablement à cause de l'alcoolisme. Là, oui. Les gens qui connaissent le Théâtre de l'Obscisse et sa directrice artistique, Luce Pelletier, vont trouver, moi la première, que c'est une idée extrêmement intéressante que d'avoir été chercher Olivier Morin, qui joue aussi dans le spectacle et qui adapte également, avec son Théâtre du futur, parce que je trouve qu'il cadre... Mais écoutez, je ne sais pas comment dire, je vois plus maintenant ce Per Gynt-là autrement que par ses yeux à lui. Il l'a dépoussiéré, il l'a remis au goût du jour et ça devait pas être évident pour toute l'équipe, soit au décor avec Olivier Landreville, soit au costume avec Julie Breton, de réussir à tout mettre ça sur scène, et on le sait que le théâtre de Cap-Sous est tout petit, et de faire jouer 8 comédiens à travers une quarantaine de personnages, et j'aimerais nommer vos acolytes, parce que vous êtes le seul qui ne jouait qu'un rôle. Alors, il y a Caroline Lavigne qui joue, entre autres, votre mère, Émilie Bibeau, Kim Despatie, Christophe Baril, Sébastien Dodge, Steve Gagnon et Olivier Morin. Toute une équipe. Alors, on est dans le cadre scandinave. C'est la 3e pièce que Luce Pelletier monte. Vous, c'est votre première fois au Théâtre de l'Obscisse, ce qui n'est pas le cas avec Olivier Morin, qui a déjà travaillé plusieurs fois avec Luce Pelletier. C'est une belle rencontre, au fond. Ouais, formidable. Et puis, Luce, c'est une femme extraordinaire, là, finalement, une tannante, un peu comme nous, là, on est des polissons, là, Oui, la prochaine fois que je vais la voir, je vais lui le dire. Non, mais je pense que ça prenait ça. Joueuse, Mais ça prenait ça pour être vraiment. Capable. Puis elle-même est comme ça, puis je pense qu'elle aurait pu le faire très bien. Puis avec Olivier, ce qui est le fun, c'est que les deux ont une connexion extraordinaire. Puis Olivier s'est entouré de gens avec qui aussi il avait une connexion extraordinaire. Mais Olivier, en plus, a cet œil du peintre, tu sais. Fait que les tableaux, même avec peu de moyens, il va être capable d'aller chercher quelque chose de très juste. Et je pense... Olivier, à la base, ce qui était très convaincant, c'est que quand il a lu ça, il a lu finalement toutes les versions italiennes, espagnoles, il a tout lu. Il s'est rendu compte, ce qui ressortait pour lui, c'est, écoute, attends, là, il faut que ce soit fait avec humour, tu sais. Ça commence populaire, ça devient weird, dans un sens, mais... Ça peut pas être fait, là, tu sais, les trolls, c'est sérieux, puis c'est comme des petits elfes, puis il faut pas niaiser avec ça, là, tu sais. Ibsen avait quand même ciblé des trucs qu'il trouvait drôles, puis Olivier est bien allé rechercher ces affaires-là, puis leur a donné une couleur, une vie insoupçonnée, là, je pense. Ouais. Il y a plusieurs genres dans cette pièce-là. C'est déjà tout le temps qu'on a. Je vous remercie infiniment d'être venu. Prenez pas trop de temps pour revenir nous visiter. Ben, ça me fait plaisir, n'importe quand. Alors, je rappelle... Cette pièce d'Henrik Ibsen, même si elle date de 1876, est tout à fait au goût du jour, au Théâtre de Cap-Sous jusqu'au 19 février.